L'odeur les frappa en premier. 20 000 corps en putréfaction ne blessent vite pas que les yeux. Ils firent vomir instantanément de durs soldats ottomans. Le sultan Mehmed, conquérant de Constantinople, découvrit une forêt d'humains empalés sur des pieux, certains bougeant encore après des jours d'agonie. Au centre, sur le pieu le plus haut, le général Hamza Pacha. Qu'est-ce qui transforme un garçon de 11 ans en monstre terrorisant les empires? L'odeur les frappa en premier. 20 000 corps en décomposition ne font pas seulement mal aux yeux, ils attaquent tous les sens. Ils firent vomir de durs soldats ottomans sur place. Le sultan Mehmed II, c'était l'homme qui prit Constantinople elle-même. Alors qu'il se dirigeait vers la capitale wallachienne, il pensait trouver une ville se préparant à la guerre. Au lieu de cela, il trouva quelque chose qui resterait à jamais dans ses cauchemars. Il vit une forêt, mais elle n'était pas faite d'arbres. Elle était faite d'êtres humains coincés sur des pieux en bois. Leurs corps se décomposaient à différentes étapes. Certains bougeaient encore après des jours de souffrance. Au centre, sur le plus haut pieu, portant des robes raffinées, se tenait Hamza Pacha. Il était le général de Mehmed. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre la vérité la plus effrayante sur le vrai Dracula. Vous verrez des preuves que d'anciens écrivains ont essayé de cacher à propos d'un homme si cruel et créatif dans la torture que de durs conquérants s'enfuyaient en voyant son œuvre. Mais voici ce qui rend cela encore plus effrayant. Ce n'étaient pas des histoires inventées, ce n'était pas de la fiction. C'était un homme réel qui a appris que le corps humain peut rester en vie sur un pieu pendant 3 jours entiers. Si vous êtes suffisamment prudent, je vais vous dire exactement comment il a appris cette compétence et pourquoi une enfance enchaînée a créé le souverain le plus terrifiant de l'histoire européenne. Hiver 431, Sigisoara, Transylvanie, dans une maison en pierre marquée par un symbole de dragon, une femme crie en accouchant. Le bébé qui vient au monde fera un jour crier bien plus de 20 000 personnes. Il l'appelle Vlad, d'après son père. Mais l'histoire le connaîtra par la chose qu'il fit de mieux, empaler des êtres humains. Son père, Vlad II, était membre de l'Ordre du Dragon. C'était un groupe militaire chrétien qui défendait l'Europe contre les attaques ottomanes. Le mot pour dragon en roumain est Dracul. Son fils serait appelé Dracula, signifiant fils du dragon, mais ce n'est pas le nom qui effrayerait les gens à travers 2 continents. Non, ce nom viendrait de sa façon préférée de tuer des gens. Pensez au monde dans lequel cet enfant est né. L'Empire ottoman se développait vers l'ouest comme une maladie. Les royaumes chrétiens tombaient un par un. Constantinople, le magnifique centre de l'Empire byzantin qui avait duré plus de 1000 ans, était sur le point de tomber. Entre l'Empire ottoman musulman et l'Europe chrétienne se trouvait la Valachie. Cette petite zone servait de barrière sanglante. C'est là que le jeune Vlad apprit ses premières leçons sur le pouvoir. Il vient de la peur, et la peur vient de la douleur. Mais pour comprendre comment un prince est devenu un monstre, nous devons voir le moment où son enfance s'est terminée. Ce qui est arrivé à un garçon de 11 ans dans une forteresse ottomane explique tout ce qui est venu après. Le sultan Murad II appela Vlad Dracul pour une réunion sur la paix. C'était un piège, mais Dracul n'avait pas le choix. Il emmena ses 2 plus jeunes fils, Vlad, âgé de 11 ans, et Radu, âgé de 7 ans. Dès qu'ils franchirent de la terre ottomane, ils furent arrêtés. Le sultan proposa à Dracul un marché. Laissez vos fils comme prisonniers pour vous assurer de rester loyal ou regardez-les mourir devant vous. Que choisiriez-vous? Votre liberté ou vos enfants? Dracul choisit la liberté. Il s'éloigna, laissant ses fils aux mains des Ottomans. Vlad regarda la silhouette de son père disparaître au loin. C'était le dernier moment de son enfance. La cour ottomane disait qu'ils traitaient bien les nobles prisonniers. Ils enseignaient les langues, la pensée et les tactiques de guerre. Pour Radu, le beau-frère de Vlad, cela était vrai. Radu réussit bien.
Il devint musulman, il devint le favori du sultan. Certains chuchotèrent qu'il devenait plus que cela, mais Vlad refusa de céder. Il cracha sur ses enseignants turcs. Il ne voulait pas apprendre le Coran. Il attaqua d'autres prisonniers qui disaient du mal du christianisme. Et pour avoir riposté, il paya. Les Turcs avaient des moyens de briser les enfants têtus. Ils battaient la plante des pieds jusqu'à ce qu'ils se déchirent. Ils se suspendaient les enfants à l'envers pendant que les gardes frappaient leur corps avec des bâtons. Ils utilisaient la faim, la solitude et l'obscurité. Mais voici le détail que les historiens ne veulent pas que vous sachiez. Pendant son temps en tant que prisonnier, Vlad fut contraint de regarder quelque chose qui façonnerait son avenir, les exécutions ottomanes, en particulier les empalements. Les Turcs l'utilisaient pour des ennemis spéciaux, ceux qui méritaient non seulement la mort, mais des jours de douleur publique. Le jeune Vlad regarda les prisonniers forcés de s'asseoir sur des pieux huilés. Leur propre poids corporel poussait lentement le bois à travers leurs entrailles. Il vit comment le pieu devait être émoussé, pas aiguisé, pour éviter de frapper des organes importants trop rapidement. Il apprit que si vous l'inclinez correctement, le pieu passe le long de la colonne vertébrale. Il sort par l'épaule ou la bouche, laissant la victime en vie pendant des jours. Il avait 12 ans, regardant des gens mourir lentement, se rappelant chaque détail. Pendant ce temps, de retour en Valachie, tout s'effondrait. Son père jouait sur tous les tableaux. Chrétien, ottoman, hongrois. Il essayait de garder son trône, cela ne marcha pas. En 1447, des nobles valachiens alliés au chef hongrois John Hunyadi attaquèrent Vlad Dracul dans les marais près de Balteni. Ils le découpèrent en morceaux, mais ils avaient réservé quelque chose de spécial pour le frère aîné de Vlad, Mircea. Les nobles capturèrent Mircea vivant. D'abord, ils le privèrent de la vue avec des fers à chaud. Puis, tout en hurlant et encore vivant, ils l'enterrèrent. L'homme qui aurait dû protéger Vlad mourut en s'étouffant avec de la terre, griffant la terre au-dessus de lui. Quand la nouvelle parvint à la cour ottomane, Vlad, âgé de 16 ans, reçut la nouvelle avec un étrange calme. Ses ravisseurs s'attendaient à des larmes ou de la colère. Au lieu de cela, il demanda simplement « Combien de temps mon frère a-t-il mis à mourir sous terre ?» Les Ottomans ne réalisèrent pas qu'ils regardaient une créature qu'ils avaient créée. 6 années de torture n'avaient pas brisé Vlad, ils l'avaient changé. Chaque battement, chaque humiliation, chaque observation forcée d'empalement lui avait enseigné pas comment abandonner, comment faire du mal aux autres. Les Ottomans décidèrent que que Vlad pourrait être utile. Ils le laissèrent partir avec une petite armée pour revendiquer le trône de son père. Sa première fois au pouvoir ne dura que 2 mois avant qu'il ne soit chassé. Mais ces 2 mois nous montrèrent ce qui allait arriver. Même alors, le Vlad de 17 ans montra une cruauté inhabituelle. Un marchand se plaignit de vol. Vlad fit écorcher les pieds du suspect et du sel frotté dans la chair à vif. Mais ce n'était qu'un entraînement. L'horreur véritable était encore en train de grandir. Pendant 8 ans, Vlad servit dans différentes armées à l'art de la guerre. Il combattit aux côtés de l'homme qui avait tué son père, John Hunyadi, parce que la vengeance pouvait attendre, mais la connaissance ne pouvait pas. Il étudia la construction de fortifications, le combat à cheval et la guerre par la peur. Plus important encore, il constitua un groupe de partisans qui partageaient sa haine des Ottomans et des nobles rusés. Le moment de Vlad arriva. Avec l'aide hongroise, il envahit à nouveau la Valachie. Le souverain actuel, Vladislav II, l'affronta en combat singulier. Selon la légende, Vlad ne se contenta pas de le tuer. Il lui coupa lentement la tête, sciant à travers le cou, tandis que Vladislav vivait encore. Maintenant, voici le moment où l'histoire se transforme de violente à véritablement monstrueuse. Dimanche de Pâques,
1457. Vlad invita des centaines de familles nobles à un festin dans son palais. Ce étaient les personnes qui avaient fait trahi son père, qui avaient enterré son frère vivant. Ils arrivèrent vêtus de leurs plus beaux atours, pensant que le nouveau prince voulait la paix. Le festin était merveilleux. Le vin coulait, la musique jouait. Puis Vlad se leva et posa une simple question. Combien de princes avez-vous vu régner sur la Valachie de votre vivant ? Les nobles, ivres de vin et honnêtes, donnèrent des réponses différentes. Certains dirent 5, d'autres 20. Quelques vieux nobles admettaient avoir servi 30 princes différents. Chaque réponse était une confession. Ils avaient vécu en changeant de camp, en trahissant chaque souverain lorsqu'il leur était bénéfique. Vlad hocha la tête pensivement, puis il donna un signal. Des soldats burstèrent à travers chaque porte. En quelques minutes, des centaines de nobles furent enchaînés. Vlad ordonna que les vieux et les malades soient empalés sur le champ. Dans la cour, où ils pouvaient en être vus depuis derrière la salle du festin, les cris commencèrent immédiatement. Mais pour les jeunes et les forts, il avait d'autres plans. Encore vêtus de leurs habits de fête, ils marchèrent vers un château en ruine. Pendant des mois, ils furent forcés de reconstruire le château de Ponary, pierre par pierre. Ils travaillèrent jusqu'à ce que leurs beaux vêtements pourrissent de leur corps, puis travaillèrent nus. Quand ils tombaient, ils étaient empalés. Ce n'était que le début. Si ces horreurs historiques cachées vous dérangent autant que moi, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Je découvre les vérités sombres sur l'histoire chaque semaine. Et croyez-moi, l'histoire de Vlad devient tellement plus horrible. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'incident qui lui a valu son surnom effrayant. 59 Brashov, cette ville marchande saxonne avait caché les ennemis de Vlad et les prétendants rivaux au trône. Vlad envoya un avertissement, la ville l'ignora. Alors Vlad amena 20 000 soldats et leur montra ce qui arrive quand vous ignorez le fils du dragon. Il n'attaqua pas seulement la ville, il la transforma en une galerie d'horreur. L'église noire tire son nom des feux que Vlad alluma, mais le feu était clément comparé à ce qu'il fit d'autres. Des hommes, des femmes, des enfants, tous empalés en rangées ordonnées. Des bébés empalés sur le même pieu que leur mère, positionnés sur le sein comme s'ils allaient être allaités. Des femmes enceintes avec des pieux enfoncés à travers leur ventre. Mais voici la partie qui sépare Vlad des tyrans ordinaires. Il avait fait dresser une table au milieu de cette forêt d'humains mourants. Des serviteurs lui apportaient un repas complet. Viande rôtie, pain frais, vin. Vlad s'asseyait et mangeait tout en étant entouré de milliers de personnes à divers stades de la mort. Les gémissements, les cris, les supplications, c'était la musique de son dîner. Un de ses nobles ne put pas supporter cela. L'homme se couvrit le nez à cause de l'odeur de sang et d'ordures. Vlad le remarqua. « Ça sent mauvais pour vous ?» demanda-t-il agréablement. Le noble admit que oui. Vlad le fit empaler sur un pieu 2 fois plus haut que les autres. Vous serez au-dessus de l'odeur là-haut, expliqua-t-il. De vieux écrivains enregistrèrent quelque chose d'autre sur ce repas, quelque chose d'aussi troublant que la plupart des historiens l'ignorent. Selon des sources allemandes et russes, Vlad trempait son pain dans le sang qui s'accumulait sous les pieux. Il développa un goût pour cela. Du pain imbibé de sang devint son repas préféré lors des exécutions de masse. Les chiffres seuls sont choquants. Les estimations conservatrices placent le nombre de morts de Vlad à 40 000. D'autres disent 80 000. Mais dans une région de seulement 500 000 personnes, il a peut-être tué 20% de sa propre population. C'est plus que Staline ou Pol Pot si l'on compare les chiffres. Mais contrairement à ces dictateurs, Vlad ne confia pas le travail aux autres.
Il supervisait personnellement, il trouva de nouvelles idées. Vous voyez, l'empalement de base ne suffisait pas à Vlad, il développa différentes façons des pieux à travers la bouche pour les menteurs, à travers le crâne pour les voleurs, enfoncés lentement avec des marteaux pour que la victime vive plus longtemps. Les femmes qui avaient trompé leur mari avaient des pieux enfoncés à travers leurs parties intimes, sortant par leur bouche. Il empalait les gens à l'envers, sur le côté, dans des motifs qui Deux choses se produisent qui poussent Vlad de dirigeant cruel à monstre complet. D'abord, il se remarie. Nous ne connaissons pas le nom de sa première femme, mais nous savons qu'il devait sécuriser sa lignée familiale. Ensuite, le sultan ottoman Mehmed II exige un tribut, pas seulement de l'or, 500 garçons pour le corps des janissaires, des enfants à convertir en musulmans et à entraîner comme soldats. La réponse de Vlad, il envoie au sultan un message « Venez les chercher vous-même ». Lorsque les messagers ottomans arrivent pour collecter le tribut, ils refusent d'enlever leur turban en présence de Vlad, citant des coutumes religieuses. Vlad les félicite pour leur dévotion, puis il fait clouer leur turban à leur crâne avec des pics de fer de 3 pouces. On les renvoie à Constantinople, encore vivants, toujours portant leur couvre-chef sacré, désormais attaché de façon permanente. Le sultan envoie une armée dirigée par Hamza Pacha. Vlad les prend en embuscade la nuit, capturant des milliers. Chaque prisonnier est empalé. Mais pour Hamza Pacha, Vlad prépare quelque chose de spécial. Le général les castré d'abord, ses parties privées fourrées dans sa bouche. Puis il est empalé sur un pieu couvert d'or. Car même dans la torture, le rang doit être respecté. Cela nous amène à 1362 et l'événement qui cimentera la réputation de Vlad à jamais. Le sultan Mehmed II, appelé le Conquérant, après avoir pris Constantinople, mène personnellement une armée de 150 000 hommes en Valachie. Certaines sources disent 300 000. Vlad a peut-être 30 000, y compris des vieux et des garçons. Il ne peut pas gagner une bataille directe, donc il ne se bat pas directement. Alors que l'armée ottomane avance, elle trouve une terre dévastée. Vlad a brûlé chaque champ, empoisonné chaque puits, vidé chaque village. Les Turcs marchent à travers les cendres et le silence. Mais ce n'est pas la pire partie. Vlad envoie des prostituées malades dans les camps ottomans. Des hommes infectés par la peste se glissent dans leurs rangs. La puissante armée ottomane commence à mourir avant même que la bataille ne commence. Le 17 juin 462, l'attaque nocturne. Avec une petite force de sa meilleure cavalerie, Vlad s'infiltre dans le camp ottoman sous le couvert de l'obscurité. Le but, tuer Mehmed dans sa tente et mettre fin à l'invasion d'un seul coup. Vlad dirige personnellement la charge, taillant à travers les gardes, cherchant la tente du sultan. Mais dans l'obscurité et le chaos, il frappe la mauvaise tente. Au lieu de Mehmed, il trouve Kni Amnitor, le grand vizir. L'assassinat échoue. Vlad et ses hommes s'échappent à peine alors que tout le camp ottoman se mobilise. Le lendemain, Mehmed poursuit sa route vers Targoviste, la capitale de Vlad. Les portes sont ouvertes. Aucun défenseur sur les murs. Le sultan soupçonne un piège, avance prudemment. Puis il le voit avant que je ne décrive la scène la plus horrible de l'histoire militaire. Vous devez comprendre l'échelle. Dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la ville, couvrant 7 acres, se dressent des pieux en bois, 20 000 d'entre eux, et sur chaque pieu, un être humain à différents stades de mort et de décomposition. Des hommes, des femmes, des enfants, des Turcs capturés lors des batailles précédentes, des musulmans bulgares qui soutenaient les Ottomans, des traîtres valachiens, certains sont morts depuis des semaines, leur corps noirci par la décomposition, des corbeaux picorant la chair exposée, d'autres, empalés plus récemment, bougent encore, gémissent encore, la géométrie est délibérée, les pieux sont agencés en cercle comme un jardin grotesque, les plus hauts pieux au centre contiennent les victimes les plus hautement classées. Le pieu doré de Hamza Pacha brille au centre.
Son corps est longuement mort, mais il porte encore une armure cérémonielle. L'odeur fait vomir les soldats aguerris. La vue les fait pleurer. Ce sont des hommes qui ont conquis des villes, qui ont vu tomber la Constantinople byzantine. Mais cela, c'est au-delà de la guerre. C'est une folie matérialisée. Le sultan Mehmed le Conquérant, l'homme qui a mis fin à l'empire byzantin 1000 ans, regarde cette forêt de morts et prononce les mots qui résonneront à travers l'histoire. Je ne peux pas prendre la terre d'un homme qui fait de telles choses. Que peut-on faire contre un tel démon ? Il fait demi-tour avec son armée. L'homme qui n'a jamais reculé se retire. Mais voici la partie vraiment troublante. Vlad considère cela comme son chef-d'œuvre. Tandis que Mehmed s'enfuit, Vlad marche parmi les pieux comme un artiste dans sa galerie. Il ajuste des corps qui ont glissé. Il note quels angles d'empalement durent le plus longtemps. Ce n'est pas seulement des tactiques de guerre utilisant la peur, c'est du plaisir. Un document turc capturé, souvent omis des histoires nettoyées, dit que Vlad visitait les champs d'empalement la nuit, seul. Il s'asseyait parmi les mourants et écoutait leurs gémissements comme de la musique. Il touchait les pieux pour sentir les vibrations des corps en lutte. Il apportait du vin et trinquait aux mourants. C'est qui était vraiment Vlad? Pas un patriote défendant le christianisme, pas un dirigeant sévère mais nécessaire, mais un homme qui trouvait de la joie dans la souffrance humaine étendue à son limite absolue. Les Ottomans partent, mais ils laissent derrière eux le frère de Vlad, Radu, avec des troupes. Souvenez-vous de Beau Radu, celui qui réussit bien en captivité ottomane. Il propose aux Valachiens un choix, le soutenir et vivre en paix ou rester avec le fou empaleur. Ce n'est pas un choix difficile. Les propres nobles de Vlad l'abandonnent, son armée fond comme neige au soleil. En août 462, il s'enfuit vers la Hongrie, cherchant de l'aide auprès du roi Mathias Corvinus, mais Mathias a discuté avec les Ottomans. Lorsque Vlad arrive, il est arrêté et emprisonné. Pendant 12 ans, il pourrit en captivité hongroise, mais même en prison, la maladie demeure. Les gardes rapportent avoir trouvé des rats morts soigneusement empalés sur des éclats de bois dans la cellule de Vlad. De petits oiseaux embrochés sur des plumes aiguisées. Il crée de petits champs d'empalement avec des insectes épinglés à des morceaux de bois. Quand on lui demande pourquoi, il répond simplement qu'il ne veut pas perdre sa compétence. Pensez à cela. 12 ans dans une cellule et sa préoccupation principale est de maintenir sa technique pour torturer des êtres vivants. Les gardes sont si troublés qu'ils cessent de lui apporter quoi que ce soit qui pourrait être aiguisé. La politique évolue. La Hongrie a besoin d'alliés contre les Ottomans à nouveau. Vlad est libéré, même doté d'une noble hongroise. Il se convertit au catholicisme, un mouvement politique, et reçoit des troupes pour reprendre la Valachie. Sa troisième règne commence en 1376. Il est plus âgé maintenant, dans la quarantaine, croquetier. Mais la cruauté n'a pas vieilli. Si quelque chose, l'emprisonnement l'a rendu pire. Les empalements reprennent immédiatement, mais maintenant il ajoute une torture mentale. Il force les familles à regarder les uns les autres être empalés dans l'ordre. D'abord les enfants, puis les mères, puis les pères. Il développe une méthode d'empalement qui garde les victimes en vie pendant jusqu'à une semaine. Une histoire de cette période est si grotesque que même les écrivains de cette époque hésitèrent à la consigner. Un groupe de prisonniers turcs est amené devant Vlad. Il les fait empaler dans un motif spécifique. Des pieux plus courts devant, des plus grands derrière, créant un amphithéâtre d'angoisse. Au centre, il fait empaler une femme enceinte verticalement. Alors qu'elle meurt pendant des heures, elle accouche sur le pieu. Le bébé, bien sûr, meurt immédiatement. Vlad regarde tout le processus, prenant des notes sur la durée de chaque étape. Ce n'est pas une guerre, ce n'est même pas de la folie, c'est du mal si pur qu'il défie la compréhension.
Décembre 1376, Vlad marche avec une petite force quand il est pris en embuscade par des troupes ottomanes. Les détails varient, certains disent qu'il a été assassiné par ses propres hommes, lassé de servir un monstre. D'autres disent que les Turcs l'ont submergé. Ce que nous savons, c'est ceci: Vlad l'Empaleur meurt au combat, sa tête coupée de son corps. Les Turcs prennent sa tête à Constantinople, où le sultan Mehmed II l'affiche sur un pieu au-dessus des portes de la ville. Il y a de la poésie là-dedans. L'empaleur, finalement empalé, ne serait-ce qu'en mort. Son corps est censément enterré au monastère de Snagov. Mais quand les archéologues ouvrirent son supposé tombeau en 1931, ils le trouvèrent vide. Certains disent que des moines horrifiés par l'idée d'enterrer un tel mal déplacèrent le le corps. D'autres murmurèrent des théories plus sombres, mais la mort de Vlad ne met pas fin à son histoire. Vous pourriez penser que je suis sur le point de parler de Bram Stoker et des légendes de vampires. Je ne le fais pas, car la véritable horreur de l'héritage de Vlad n'est pas de la fiction, c'est un fait. Aujourd'hui, en Roumanie, Vlad est considéré comme un héros national. Oui, vous avez bien entendu, l'homme qui a tué 80 000 personnes, qui dîna de pain trempé de sang en regardant des enfants mourir sur des pieux, qui empala des bébés sur les seins de leur mère. Cet homme a des statues, son visage figure sur des marchandises touristiques. Les nationalistes roumains le louent comme un défenseur du christianisme, une digue contre l'invasion islamique. Il se concentre sur sa résistance aux Ottomans et ignore les forêts hurlantes des morts. Il célèbre sa justice sévère. Il aurait soi-disant rendu la Valachie si sûre qu'une coupe en or pouvait être laissée à une fontaine publique sans être volée. Il ne mentionne pas que cette sécurité provenait d'une terreur si absolue que les gens avaient peur de respirer de travers. C'est la véritable horreur, non pas que des monstres existent, mais que nous les réhabilitions, que nous trouvions des moyens d'excuser l'inexcusable parce que le monstre était de notre côté. Vlad n'a pas d'empalé 20 000 Turcs parce qu'il défendait le christianisme. Il les a empalés parce qu'il en avait du plaisir. Il empala aussi des chrétiens. Il empala quiconque lui donna une excuse, et quand il manquait d'excuses, il les inventait. Les dirigeants médiévaux étaient brutaux par nécessité, mais Vlad était brutal par choix, par préférence, par plaisir. D'autres dirigeants de son époque utilisaient l'exécution comme un outil. Vlad l'utilisait comme un divertissement. D'autres dirigeants tuaient des ennemis. Vlad tuait au hasard. Des marchands qui le regardèrent de travers, des femmes qui cuisinaient des repas qu'il n'aimait pas, des enfants qui criaient trop fort. Il empala une fois un groupe d'ambassadeurs étrangers pour être trop bien habillés, disant que leurs habits lustrés insultaient la simplicité valachienne. Les contes allemands parlent de Vlad rencontrant un paysan avec une chemise déchirée. Il lui demande si l'homme a une femme. Oui, dit le paysan. Vlad fait empaler la femme pour ne pas bien s'occuper des vêtements de son mari, puis il donne à l'homme une nouvelle femme avec un avertissement: gardez votre mari mieux habillé ou rejoignez votre prédécesseur. Ce n'était pas de la justice, c'était un homme tellement endommagé par un traumatisme de l'enfance, tellement tordu par des années à regarder la cruauté ottomane qu'il devint pire que ses bourreaux. Les Ottomans empalèrent leurs ennemis, Vlad empalait tout le monde. Les Ottomans utilisaient la torture pour obtenir des informations et des châtiments. Vlad l'utilisait pour son plaisir. Des psychologues modernes étudiant les archives historiques classifient Vlad comme un psychopathe sadique avec une probable dysfonction sexuelle. Nombre de ces méthodes spécifiques d'empalement visaient les organes sexuels. Il note son traumatisme de l'enfance, son observation forcée de la torture, son impuissance en tant qu'otage, développement classique de tueur en série, sauf que ce tueur en série avait une armée et un pays. Mais peut-être le détail le plus glaçant vient de ceux qui l'ont connu personnellement.
Ils décrivent un homme cultivé, intelligent, même charmant quand ils le choisissaient. Il parlait plusieurs langues, écrivait de la poésie, comprenait la théologie et la philosophie. Ce n'était pas un brut sans esprit, il était pire, un esprit brillant qui choisit d'utiliser ses dons pour créer la plus exquise souffrance possible. Les chroniques russes décrivent des marchands étrangers visitant la cour de Vlad. Ils les traitent bien, leur montrent de l'hospitalité. Alors qu'ils s'en vont, ils mentionnent au hasard qu'il avait empalé leur serviteur pendant qu'ils dînaient juste pour voir s'ils remarqueraient. Ils ne le firent pas. Il rit et les laisse découvrir les corps en sortant. C'est à quoi ressemble le véritable mal. Pas la folie délirante, mais une cruauté calme et calculée, livrée avec un sourire. Dans sa dernière lettre, écrite quelques jours avant sa mort, Vlad se plaint que ses alliés hongrois ne le laissent pas empaler aussi librement qu'il le souhaiterait. Même face à une massive invasion ottomane, sa préoccupation principale est de ne pas pouvoir torturer suffisamment de gens. C'est qui était vraiment Vlad, un homme tellement accro à la souffrance humaine que limiter son quota de torture serait pire qu'une défaite militaire. Lorsque cette épée turque coupa finalement sa tête, ce n'était pas un défenseur de la chrétienté qui était tué, c'était un animal enragé qui se trouvait porter une couronne. Le vrai Dracula ne craignait ni les croix ni la lumière du soleil, il ne drainait pas le sang avec des crocs, il faisait quelque chose de pire. Il prouvait qu'avec suffisamment de traumatisme de l'enfance et de pouvoir incontrôlé, un être humain peut devenir plus monstrueux que n'importe quel mythe. Il nous a montré que les pires horreurs ne viennent pas de créatures surnaturelles, mais d'hommes endommagés, donnés l'opportunité de répandre leurs dommages. 20 000 corps en décomposition sur des pieux, des bébés mourant au sein de leur mère, des enfants contraints de regarder leurs parents être empalés dans l'ordre, des femmes enceintes accouchant en mourant sur des pieux. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une exagération, c'est l'histoire enregistrée par des sources multiples de plusieurs nations, toutes peignant le même tableau du mal incarné. Mais voici la dernière vérité la plus troublante sur Vlad l'Empaleur, il a gagné. Ces branles tactiques de Gossander, les terreurs ont fonctionné. Les Ottomans hésitèrent à envahir la Valachie pendant des années après sa mort. Son nom est devenu une malédiction que les mères turques utilisaient pour effrayer les enfants. Comporte-toi ou Kazikli Voïvoda viendra te chercher, le prince Empaleur. Un homme si terrible que même des armées conquérantes se détournaient plutôt que d'affronter ce qu'il pourrait faire. Et quelque part, dans cette terre trempée de sang de Valachie, dans la terre qui a absorbé les fluides corporels des 90 000 victimes empalées, quelque chose de sombre prit racine. Pas de vampirisme, la réalité n'a pas besoin de fantaisie surnaturelle, mais l'idée que la cruauté ultime égalerait le pouvoir ultime. Que la peur est plus forte que n'importe quelle armée, qu'un individu tordu peut faire reculer des empires par la seule volonté de faire ce que d'autres ne voudront pas. Vlad l'Empaleur ne tua pas seulement des gens, il tua l'idée que les humains ont des limites à leur cruauté. Il prouvait qu'avec suffisamment de traumatisme et de pouvoir, quiconque pouvait devenir un diable. Et il prouvait que parfois, les diables gagnent. La forêt de cadavres à l'extérieur de Targoviste n'était pas seulement un crime de guerre, c'était une déclaration de mission. Cela disait, c'est ce dont un être humain est capable, c'est ce dont je suis capable, et j'en tire du plaisir. Mehmed le Conquérant, qui avait vu des villes brûler et des empires s'effondrer, regardait cette forêt et voyait quelque chose qu'une conquête ne pouvait pas réparer. Quelque chose qu'une victoire ne pouvait pas guérir. Il vit le visage du mal humain dépouillé de toute prétention, de toute justification, de toute humanité, et il prit la fuite. Nous devrions tous fuir des hommes comme Vlad, mais à la place,
Nous mettons leur visage sur des pièces de monnaie et les appelons des héros. Nous nous concentrons sur leur victoire et ignorons leurs victimes. Nous prétendons que leur fin justifiait leurs moyens. Elles ne l'étaient pas. Cela ne sera jamais le cas. Et tant que nous continuerons à faire des héros de monstres, nous continuerons à créer plus de Vlads, plus de forêts d'impalés, plus de preuves que le vrai Dracula n'a pas besoin de crocs, juste du pouvoir et une âme endommagée. Vlad Tepes mourut en hiver 1376, sa tête décorant une pique turque, mais son héritage vit pour toujours. Que les humains peuvent surpasser n'importe quel monstre fictif dans la cruauté. Chaque dictateur qui utilise la terreur, chaque tueur qui trouve du plaisir dans la douleur, chaque enfant endommagé qui grandit pour abîmer les autres, ils sont tous des enfants de Vlad l'Empaleur, l'homme qui a créé l'enfer sur terre et l'a appelé justice.